Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter ma stratégie d'investissement sur les ETF américains et aussi une petite update de mon portefeuille en premier temps. Alors voilà mes positions à jour, donc au 10 janvier 2025. Pour ma stratégie concernant les ETF américains, comme vous pouvez le constater, j'ai 4 ETF différents sur le marché américain. Premièrement, le LQQ. Deuxièmement, le CL2. Troisièmement, l'ESE. Et quatrièmement, le PUST. Donc on pourrait se demander si c'est un choix volontaire de ma part ou si c'est juste quelques lignes que j'avais achetées au début et que je n'ai pas envie de revendre. Non, c'est bel et bien un choix de ma part. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je fais ce choix. Alors, premièrement, il faut mettre un petit peu de contexte à tout ça et voir où est-ce qu'on en est concernant le marché américain, parce que c'est important concernant notre stratégie d'investissement sur les ETF américains par la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait environ plus 25% cette année sur le S&P 500, donc 2024. Là, on est au 10 janvier, donc forcément, c'est pas exactement le même pourcentage. Et en 2023, on avait fait 24,2%. Donc on sort quand même de 2 années de hausse consécutive et 2 années de hausse significative. Donc à prendre en compte pour les années futures et se dire que c'est pas forcément quelque chose de normal. Autre chose à prendre en compte, c'est la performance des ETF du PEA, donc qui sont cotés en euros, par rapport à la performance du S&P 500, dividendes réinvestis. On peut le constater, ici, si on met sur un an, on est environ à plus 33% de performance sur nos ETF sur PEA, contre 25% pour le S&P 500, dividendes réinvestis. Pourquoi il y a un écart? C'est tout simplement à cause, grâce à la performance de l'euro contre le marché, contre le dollar, pardon. L'euro a sous-performé le dollar. C'est pour ça qu'on a eu une plus grande hausse sur nos ETF cotés en euros. Et moi, ce qui me dérange un petit peu là-dedans, c'est que en ce moment, on est plutôt bas en fait. L'euro est plutôt bas face au dollar sur un an, sur 5 ans. Vous vous rendez compte, je l'estime plutôt bas. Et selon moi, on a une bonne chance quand même de rebondir à terme. Mais si on rebondit, c'est pas forcément une bonne chose pour nos ETF PEA US. Dans le sens où si, alors c'est approximatif, le S&P 500 fait plus 10%, mais que l'euro fait plus 10% contre le dollar, on va avoir une performance sur notre ETF PEA S&P 500 d'environ 0%. Donc on pourrait se dire que finalement, en ce moment, c'est pas forcément le bon moment pour investir sur les États-Unis, historiquement, mais vous allez voir pourquoi. Moi, j'ai continué à investir dessus malgré qu'on soit plutôt haut et que ces deux indicateurs portent à nous faire croire qu'on va avoir une performance qui ne va pas forcément être significative sur du court terme, clairement. Alors, moi, ce qu'il faut savoir, donc j'ai le premier ETF américain qui est le PUST, la réplication du Nasdaq 100, qui historiquement a une performance plus élevée que le S&P 500. Là, je vous apprends rien. On est donc sur du 19,63% par an sur 10 ans, ce qui est quand même une performance que je trouve assez énorme. Et l'ESE, le deuxième que j'ai, qui lui réplique le S&P 500 et qui a une performance par an de 14,49%. Pour ceux qui pourraient se demander pourquoi j'ai choisi l'ESE contre le PE500, plusieurs raisons. La première, c'est que parmi mes 4 ETF, j'en ai 3 qui sont déjà exposés sur l'émetteur Amundi. C'est bien de changer et d'avoir la BNP Paribas. Et la deuxième raison, c'est que l'ESE, il a des frais de gestion de 0,12% par an, là où le PE500 a des frais de gestion de 0,25% par an. Donc voilà pour ceux qui se poseraient la question. Pour en revenir là où j'étais, effectivement, le S&P 500 sous-performe le Nasdaq 100. Donc pour moi, c'est deux indices qui sont quand même intéressants à voir parce que le Nasdaq 100, lui, est exposé sur la tech, là où celui-ci est plus diversifié, donc c'est quand même intéressant d'avoir les deux.
Et pourquoi avoir les deux? Ça permet de surpondérer un indice par rapport à l'autre. Donc comment je me base pour investir soit sur l'un en priorité ou soit sur l'autre? Sur du court terme, ce qu'on peut observer, c'est que le S&P 500 a fait plus 32%, là où le Nasdaq 100 a fait plus 35% sur un an. Or, historiquement, on se rend compte que le Nasdaq 100 a une bien meilleure performance que le S&P 500. Donc, en cas de marché aussi, comme c'est le cas actuellement, et donc non seulement par rapport à ça, mais en cas comme là on peut le voir où le Nasdaq 100 fait une légère surperformance sur du S&P 500, dans ma stratégie, c'est intéressant d'investir sur du Nasdaq 100 en ce moment. Mais ces performances sont très bien. Hein. Moi, j'ai un profil qui est quand même assez risqué. Risque que j'estime mesuré, mais ça, c'est propre à chacun. Il y a deux ETF qui sont plus performants. Et sur du long terme, hein, je précise, nous avons donc le CL2 qui lui fait 10%, enfin 24,2% en moyenne sur 10 ans. Donc celui-ci, c'est le MSCI USA qui est pratiquement du S&P 500. Donc au niveau des positions, il faut le savoir. Et le LQQ qui est le Nasdaq 100, cette fois-ci en levier 2, qui lui nous offre une performance de 31% par an sur 10 ans. Donc là, on se rend compte que c'est quand même une performance qui est assez énorme. Et en fait, dans ma stratégie, je vais investir sur ces deux ETF à des moments précis. Alors pour le CL2, pas forcément, on y reviendra par la suite, mais pour le LQQ, c'est vraiment à des moments précis. Maintenant, sur les ETF effet de levier, il y a des risques, il faut en parler, et ce risque, c'est le bêta slippage. Alors, donc comme c'est décrit ici, lorsque l'indice fait moins 1%, puis plus 1%, on a une baisse de l'indice de 0,01%. Or, avec un levier 2, si on fait donc, moins 1% plus 1%, ça revient à faire moins 2 plus 2, et on a une baisse de 0,04%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, si le marché fait des dents de scie sur un an, fait des moins 10%, plus 10%, moins 10%, plus 10%, et que d'ici un an, on est à 0, globalement, on va se faire éclater sur les ETF à effet de levier. C'est pour ça que je ne suis pas full ETF à effet de levier, c'est pour ça que je n'ai pas que des ETF à effet de levier et que j'ai des ETF qui sont en levier 1, donc plus classique. Voilà, donc maintenant, honnêtement, je pense que je ne suis pas d'accord avec cette phrase-là, qui dit que sont mal adaptés les ETF à effet de levier, ou les indices à levier sont mal adaptés pour une stratégie long terme, parce qu'on voit que sur 10 ans, que j'estime moi du long terme, eh bien ça surperforme les ETF à effet de levier classique. Alors après, ça dépend du levier. Ici, on est sur du levier 2. Donc je pense que sur du levier 2, c'est très cohérent. Maintenant, sur du levier 3, c'est autre chose, et je m'y aventure pas. Premièrement, parce que sur PEA, ça n'existe pas. Et deuxièmement, sur Quantité, donc ça existe, mais on n'a pas les mêmes avantages, et c'est beaucoup plus risqué en termes de ratio risque-rendement. Maintenant, concernant le CL2, quand est-ce qu'on va le renforcer, finalement, cet ETF à effet de levier? Ben, à peu près tout le temps, hein, parce qu'on se rend compte que, finalement, quand on a des baisses, même en cas de crack, hein, on n'est que, alors, entre guillemets, que, hein, ça peut représenter beaucoup pour certains, sur du moins 50%. Et que là, vous voyez, on est en 2021, on était à 15,69 €, et aujourd'hui, on est à 25,44 €, donc une hausse significative, et on se rend compte que finalement, les dents de scie qu'on a pu avoir, donc les moins 10, plus 10%, ça n'a pas trop impacté cet ETF à effet de levier. Contrairement au LQQ, qui a donc une meilleure performance, on l'a vu, plus 31% par an en moyenne sur 10 ans, celui-ci, si on se base au plus haut de 2021 par rapport à maintenant, ben, la hausse est beaucoup moins importante, parce que l'ETF Nasdaq 100, vu qu'il est plus volatile, quand il fait des dents de scie, effectivement, cet ETF-là, il va être moins performant sur du long terme. Donc ma stratégie, finalement, ça va être, si on a un marché qui est haussier, comme c'est le cas actuellement, qu'on a une performance du Nasdaq 100 qui est
légèrement plus haute que celle du S&P 500. Il est pertinent, selon moi, d'investir sur du PUST. Dans le cas où nous avons une performance du S&P 500 qui est par exemple de 30% et le Nasdaq 100 fait plus 50%, c'est plus pertinent d'investir sur de l'ESE. Si le marché fait une baisse qui est légère, le CL2, c'est hyper intéressant de rentrer dedans, hein, que ça soit légère ou même haute. Hein. Une baisse légère pour moi c'est moins 10%, une baisse qui commence à être plus haute c'est moins 20% par rapport au plus haut. Là pour moi c'est intéressant de partir sur celui-ci. Et même, moi je rentre sur celui-ci pour être tout à fait transparent un petit peu tout le temps, hein, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai quand même une approche au risque qui est élevée. Par contre, concernant le LQQ, donc le Nasdaq 100 en levier 2, celui-ci, il faut vraiment plus ou moins timer ses rentrées sur cette ETF, parce que si on rentre n'importe quand, on se rend compte qu'on a une performance. Alors je ne vais pas dire que c'est médiocre, hein, on est sur du 40% en 3 ans, globalement ça reste quand même convenable, mais on se rend compte que c'est pas forcément optimal. Donc moi, si on venait à avoir une baisse que je dirais significative de moins 10% sur du Nasdaq 100, moins 10%, moins 20%, à ce moment-là, effectivement, je renforcerai davantage le LQQ, donc qui est le Nasdaq 100 en levier 2. Donc voilà un petit peu pour sur ma stratégie d'investissement US. Alors cette stratégie, elle est intéressante parce qu'elle me permet de surpondérer selon les différents cas de marché, et comme ça vous avez connaissance de ce que je vais faire à travers le temps, mais elle est aussi bien selon moi pour une raison psychologique. Pourquoi? Parce que psychologiquement, ça peut être difficile. Comme on l'a vu, on sort de une performance de plus 25% par an sur 2 ans à peu près. Donc on peut se dire, c'est quand même compliqué d'investir sur le S&P 500 après une hausse pareille. Oui, mais avec ma stratégie, en fait, on investit tout le temps. Quand le marché est au plus haut, on investit. Et quand le marché baisse un petit peu, on investit sur du CL2. Quand le marché baisse beaucoup, on investit sur du LQQ, ce qui fait qu'on investit systématiquement. Et pourquoi c'est intéressant d'investir continuellement? Parce qu'on ne sait jamais ce que va faire le S&P 500. Si on prend ce document-là, hein, on nous explique ici que le S&P 500 a fait plus 24,2% en 2023 et que les analystes prévoient une hausse entre 5 à 10% pour l'année 2024, et en réalité, on a fait plus 25%. Donc voilà, pour moi, c'est intéressant d'être toujours investi. On ne sait jamais ce que peut faire le marché américain. Je privilégierai pas, hein, évidemment, historiquement, plus 25% pour cette année 2025, mais je ne sais pas. Et vu que je ne sais pas, je vais continuer à investir régulièrement et j'investirai plus sur des ETF à effet de levier si on baisse, comme ça j'aurai une performance qui sera plus haute, hein, parce que là on a 24,27%, c'est sur 10 ans, mais on a pris un point au hasard. Je vous laisse imaginer, hein, là c'est pareil pour le LQQ, c'est 35% par an sur 10 ans par rapport à il y a 10 ans pile, mais si on arrive à investir dans des points bas, ce qui est le cas dans ma stratégie, on ne va pas forcément investir au plus bas, hein, parce qu'on ne peut jamais savoir, mais si on investit à des moments qui sont plus bas, on peut faire même finalement plus que les performances qui sont ici. Vu que ces ETF-là, surtout sur le LQQ, on va plus ou moins le timer. Donc voilà, hein, pour moi c'est super intéressant d'être toujours investi, on ne sait jamais, hein, encore une fois, je répète, de quoi, ce que peut nous réserver en termes de hausse ou de baisse, hein, le marché américain. Et avec cette stratégie qui est la mienne, bien sûr, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est vraiment ma stratégie, je vous la présente pour être transparent avec vous. Ça nous permet de pouvoir investir tout le temps et de manière régulière, sans forcément se prendre la tête à se dire « Ah, le marché il est trop haut, faut attendre ». Donc comme ça, vous investissez tout le temps. Voilà, maintenant vous connaissez ma stratégie sur les ETF américains. C'est le principal, parce que j'avais eu en commentaire, une fois on m'avait dit tu as 4 ETF américains, fais attention à ça, c'est un peu je ne comprends pas. Au moins comme ça vous avez l'explication. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo.
Je vous souhaite une bonne journée. Allez, au revoir.